et je reviens pour la suite, donc du chapitre. Suite et fin à peu près, normalement, on devrait être bon. Alors j'en étais, tout à l'heure, alors c'est plus à l'écran les figures parce que enfin, en fait, j'ai dupliqué pour avoir de la place. Mais donc en gros, on venait de définir, ce qu'étaient, donc les sommes de Riemann d'une fonction. Attention à ne pas confondre, parce que vous verrez, plus tard, on en parlera déjà à la fin de l'année avec les séries de Riemann, sommes de Riemann, tout court, qui sont des sommes particulières avec enfin vous verrez, une expression particulière, pas difficile d'ailleurs. Là, c'est vraiment les sommes de Riemann d'une fonction sur un certain intervalle, à un certain rang. Voilà. Oui, on venait de démontrer aussi que justement la suite de ces sommes, quand n tend vers l'infini, tend justement vers l'intégrale entre a et b de f. Donc c'est assez, puissant comme résultat. Et on n'avait pas fait donc pour, le deuxième type de somme de Riemann, de f, mais on peut le démontrer de la même manière, j'avais expliqué, il y a juste un décalage d'indices. Bref, donc on en était là et donc je pense que quand même ce résultat appelle des exemples, notamment pour voir un petit peu, bah, dans quel cadre, pour l'instant en tout cas, ça peut vous servir tout ça. Voilà. Donc par exemple, celui que j'ai mis, dans le cours, donc on vous demande la limite justement d'une suite qui est écrite à l'aide d'une somme. Donc voilà, qui est ici à l'écran. Voilà. Donc on a appelé Vn justement, un terme de la suite, autrement dit, pour un n donné, la fameuse somme de 1 à n. Bon, alors, quel va être le lien avec Riemann? Alors déjà, première chose, quand vous devez calculer la limite d'une telle suite, c'est pas simple du tout. Alors, je vous laisse essayer si vous voulez, sans avoir d'outils. Mais c'est pas évident parce que, bah, vous avez n qui tend vers l'infini et k, lui, qui va prendre toutes les valeurs de 1 à n, donc ça va faire encore une somme, avec n qui tend vers l'infini. Enfin, c'est quand même une usine à gaz, quoi, le truc là. Donc justement, en fait, on va essayer, c'est ça l'idée, de se servir de ce qu'on a vu sur les sommes de Riemann, pour éventuellement trouver une convergence justement de cette suite vers une intégrale. Bon, il faudrait trouver la bonne fonction, etc. Avec une intégrale, espérons-le, qui soit plus facile, à calculer. On admettra bien sûr, l'usage des primitives pour les intégrales. Justement, on en parlera juste après. Bon, évidemment on peut l'admettre, vous connaissez déjà. Alors mais bon, on n'en est pas là. Déjà, il faudrait faire le lien entre ça et ce qu'on a vu sur les sommes de Riemann. Donc je rappelle, je vais le refluoter, ce que c'est. Alors je fluote celle-là parce que là, vous voyez que vous avez un sigma de 1 à n. Donc bon, on a bien envie quand même de venir se caler plutôt sur Rn que sur Sn. Donc qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit qu'il nous faudrait en facteur, la longueur de l'intervalle sur n et ensuite, les f de, alors bon après ça dépend de notre intervalle. Alors déjà voyons ce qu'on peut faire justement, de l'expression qu'on nous donne. Alors, la Vn, ce qu'on peut voir, alors, attendez, je vais mettre à l'écran, voilà, un plus grand espace. Oui, donc Vn, ce qu'on peut voir, c'est que, j'essaie juste de trouver la bonne façon de vous l'expliquer pour vous montrer comment ça pourrait vous venir à vous aussi, quoi. L'idée, c'est que là, dans l'expression, de Rn, on va avoir du f de, alors il y a éventuellement une constante, puis après il y a quand même un k sur n à un moment, fois éventuellement, une constante aussi. Donc quelque part, il va bien falloir faire apparaître des k sur n si on veut faire le lien. Et là justement, une façon de faire apparaître du k sur n, ce serait de factoriser par n carré au dénominateur. Et donc qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Eh bien, je vais me retrouver avec, donc je vais bien détailler le premier, puis après je vais vous montrer d'autres exemples. Donc le n, bon, on l'avait déjà au numérateur, et si je multiplie, je le factorise pardon, par n carré au dénominateur, je me retrouve donc justement avec le k sur n qui apparaît. Alors pourquoi c'est intéressant? Bah, c'est doublement intéressant, parce que effectivement on a l'espèce de k sur n là, qui commence à ressembler un petit peu plus à ce qu'on voudrait, pour appliquer, enfin pour faire le lien en tout cas avec les sommes de Riemann. Mais en plus j'ai le n sur n carré qui vaut en fait 1 sur n, que je peux factoriser, dans la somme.
Donc, je me retrouve avec la somme des 1 de 1 à n des 1 sur 1 plus k sur n au carré. Et là, on voit que ça commence à vraiment se rapprocher de ce qu'on a vu sur les sommes de Riemann. Puisque si ça, admettons que c'est b-a, le 1. Ben justement, ici, là, j'aurai k sur n. Alors rappelez-vous, on doit avoir f de a plus k fois b-a sur n. b-a s'il vaut 1, du coup c'est 1 sur n. Donc k fois 1 sur n, ça fait k sur n. Donc rien ne nous empêche maintenant de dire, ben, a n'a qu'à prendre 0. Et donc ça, ce serait du coup f de k sur n. Et si a vaut 0, b vaut 1, puisque le b-a valait 1. Voilà, donc on aurait f de k sur n, a égale 0, b égale 1. Et f, ce serait du coup, donc avec f, qui serait la fonction qui a x associé, ce serait donc 1 sur 1 plus x carré. Et pour les intervalles, bah, k sur n, c'est toujours entre 0 et 1, donc je vais me placer de 0, 1 dans R. Voilà. Donc f est bien continu, parce que rappelez-vous que c'est quand même une condition dans notre théorème là, sur la convergence des sommes de Riemann. Donc continu sur 0, 1. Donc, on y est quasiment, en fait, quand on a vu ça. Alors pourquoi? Parce que au final, ce qu'on a écrit là, c'est exactement, je vais vous le réécrire mieux d'ailleurs, 1 sur n de la somme de k égale 1 jusqu'à n des f de 0 plus k fois 1 sur n. D'accord? Donc autrement dit, attendez, juste j'attends que ça se débloque, voilà. Autrement dit, donc ici j'ai b moins a sur n, voilà. Et j'ai mon a, ici. B moins a, bon b vaut 1, on ne le voit pas là dans la formule, mais en fait ça apparaît dans le b moins a qui du coup vaut 1. Et mon k fois b moins a sur n. Donc j'ai bien la forme exacte de Rn. Donc ici c'est pas Sn, c'est Rn, donc c'est ceux de droite. C'est la somme de Riemann qui utilise les valeurs de droite. C'est Rn de f, donc la somme de Riemann de f sur 0,1. Et donc ça, ben maintenant il n'y a plus qu'à utiliser notre théorème qui nous dit, eh bien ça, quand n tend vers l'infini, ça tend exactement vers l'intégrale entre 0 et 1, puisqu'on est sur l'intervalle 0,1, de f de x dx. Voilà. Or, cet intervalle, eh bien justement, cette intégrale, pardon, f de x, donc c'est 1 sur 1 plus x carré, c'est pas du tout une intégrale qui va nous poser problème, puisque rappelez-vous de vos primitives, une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arctangente x. Donc j'ai arctangente x entre 0 et 1, autrement dit, arctangente de 1, donc pi sur 4, moins arctangente de 0, donc 0, et donc pi sur 4. Donc ça veut dire que ma suite Vn, elle tend vers pi sur 4, et c'était vraiment pas facile à prédire. Donc conclusion, limite de Vn qui est elle-même une somme, hein, rappelez-vous, tend vers pi sur 4. Donc en gros, cette somme, même si je fais tendre n vers l'infini, elle va se stabiliser. On va continuer à rajouter des termes, mais ils vont devenir très petits en fait. Hein. Et on va se stabiliser autour de pi sur 4. Voilà. Donc ça, intéressant. Alors, je vais le fléter pour qu'on le garde sous les yeux. Voilà. Donc dans le même genre, je vous propose d'autres exemples. Je vais en mettre un de ce côté. Donc exemple 2, qui n'est pas dans le cours, que je vais traiter avec vous. Rien ne vous empêche bien sûr d'arrêter la vidéo et d'essayer tout seul, hein, comme je le conseille à chaque fois. Donc là, il s'agit de déterminer la limite, de voir si elle existe. Déjà, bon, on va voir en même temps hein, qu'elle existe. Donc c'est un peu plus simple. J'ai peut-être mis dans le TD d'ailleurs celui-là aussi. C'est pas grave, on ne le traitera pas en TD, et puis voilà, c'est pas un problème. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, la fameuse somme, on va l'appeler UN, donc c'est un des termes d'une suite UN. Et donc, même idée, c'est pas si simple à calculer comme ça. Donc, on va essayer d'utiliser ce qu'on vient de voir et de faire apparaître une forme type suite de Riemann. Donc, si je prends mon UN au départ, donc c'est la somme des 1 sur n plus k pour k allant de 1 à n,
Et donc pareil, on voudrait faire apparaître du k sur n. Alors on se dit, bon, on va factoriser par 1 sur n. Hein. Je le mets directement en dehors de la somme. Donc 1 sur n de la somme des k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n. Voilà. Et là, on se dit qu'effectivement, finalement, ça ressemble donc à 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des f de k sur n. Autrement dit, rappelez-vous, k sur n, ça peut s'écrire 0 plus k fois 1 sur n. Le b moins a sur n qu'on retrouve avec a qui vaut 0 là aussi. Je ne vais pas aller chercher trop compliqué, hein, encore, on est sur un schéma assez similaire au précédent. Et avec donc f, qui est cette fois la fonction qui à x associe 1 sur 1 plus x, qu'on peut prendre là aussi de 0, 1 dans R, puisque x, en fait, c'est k sur n, dans notre histoire, et qui est continue sur 0, 1. Voilà. Donc, au final, ça, comme tout à l'heure, c'est Rn de f sur 0, 1. C'est Riemann à droite. Donc, pour la fonction f sur l'intervalle 0, 1. Et donc, d'après notre théorème, quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'intégrale de 0 à 1 de f de x et x. Autrement dit, 1 sur 1 plus x et x. Autrement dit, ln de 1 plus x entre 0 et 1. Et donc, pour finir, ln de 2 moins ln de 1, autrement dit, ln de 2. Voilà, donc conclusion, cette fois-ci, là aussi, c'était pas forcément prévisible, hein. Peut-être plus que le précédent, mais malgré tout, c'était pas prévisible. Donc la limite de un, c'est justement ln de 2. Voilà, ça c'est un autre exemple. Alors maintenant, deux autres exemples. Oui, le premier, ça va être quand même assez similaire encore. Le dernier sera peut-être un peu plus consistant. Alors, exemple 3. Je vais faire ici. Donc, exemple 3, bon, la consigne se ressemble, hein, les consignes se ressemblent là, à chaque fois. On cherche à déterminer la limite de la somme pour k allant de 0 à n-1, sinus des k pi sur n, sur n. Voilà. Donc, là, même principe, on va essayer, bon, on y est presque, en fait, là, le k sur n, on le voit quand même, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais donner un nom. Pardon, j'ai éternué. Il y a eu un blanc, désolé. Donc, Wn. Donc, pour un n, bien sûr, pour l'instant, entier quelconque. Wn, du coup, je peux factoriser par 1 sur n dans la somme. Et donc, il me reste la somme pour k allant de 0 à n-1 des sinus. K... oui, en fait, on peut mettre k fois k sur n. Comment je vous l'ai présenté déjà tout à l'heure dans le cours? J'ai mis k fois, oui, c'est ça. Donc, k fois pi sur n. Voilà. Donc là, le b moins a, ce serait pi, puisque on est censé avoir k fois b moins a sur n. Donc, il y a une légère petite différence. Mais bon, on va s'en sortir. En tout cas, moi, je voulais vous faire remarquer déjà une première chose, c'est que là, quand on regarde les indices de notre somme, clairement, on va s'acheminer plutôt vers Sn plutôt que Rn. Puisque là, il s'agit de prendre les images à chaque fois à gauche de l'intervalle. Alors, sinon, à part ça, on aurait, et on n'a pas trop le choix parce qu'on va pas trop comment se débarrasser du pi, on aurait ici donc b moins a qui serait égal à pi, et a qui vaudrait 0, puisqu'on est censé avoir a plus k fois b moins a sur n. Donc déjà, on aurait a égale à 0, b moins a égale à pi, donc on aurait b égale pi. Donc on serait sur l'intervalle 0 pi. Ce qui veut dire que devant, là, je devrais avoir pi sur n aussi, b moins a sur n. Donc il va falloir un petit peu s'arranger pour faire vraiment apparaître ce qu'on veut et pour appliquer le théorème. Donc moi, il me faut du pi sur n devant, donc je le mets, et je vais juste compenser, hein. Donc, en gros, je redivise par pi devant, c'est pas un gros problème.
Et là, je peux dire que j'ai donc f de k fois pi sur n. Enfin d'ailleurs, f, pour le coup, je peux laisser sinus, elle a déjà un nom, cette fonction, hein, ça sert à rien que... Fonction sinus, après tout, on la connaît déjà. Voilà. Et donc, on se rend compte qu'au final, c'est 1 sur pi fois Sn, justement, de sinus. Donc, la somme de Riemann au rang n de sinus, la somme de Riemann à gauche, de la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi. Voilà. Donc, je vais l'écrire d'ailleurs sur 0 pi. Donc, au final, on peut utiliser maintenant notre théorème qui dit, alors le 1 sur pi, bon, pas de souci, et qui dit que Sn de sinus, ça tend justement vers l'intégrale entre 0 et pi de sinus x de x. Ça, cette fois-ci, f, c'est sinus, hein, je rappelle. Et donc après, il n'y a plus qu'à calculer. Donc là aussi, on va évidemment admettre le lien entre les intégrales et les primitives. Donc ça nous fait 1 sur pi facteur de moins cos x entre 0 et pi. Et après, reste à calculer, hein. Donc 1 sur pi, moins cos pi, ça fait 1, moins cos de 0, donc plus 1. Et donc ça nous fait 2 sur pi. Voilà. Donc la suite, cette fois, tendait vers 2 sur pi, ce qui n'était pas naturel non plus, pas facile à prévoir. Donc conclusion, Wn tend vers... Donc la somme, là, hein, la fameuse somme pour k allant de 0 à n moins 1 des sinus k pi sur n, pas si simple, on a été en mesure de donner la limite de façon quand même assez rapide, au final. Allez, un petit dernier exemple, parce que en fait en TD, je suis pas sûre qu'on ait le temps d'en faire beaucoup. Donc au moins, vous en aurez. Alors, un dernier exemple. Je vois que j'ai écrit un peu dans l'autre exemple, c'est pas grave. Donc pareil, on cherche à déterminer une limite. Alors cette fois-ci, c'est la limite. Bon, vous aurez compris que c'est surtout intéressant quand on a des sommes, hein, puisque une somme de Riemann, justement, est déjà écrite comme une somme, un rang n. Donc forcément, là, ce que je vous demande, c'est des choses qui concernent des sommes. Donc là, cette fois-ci, voilà ce qu'on vous donne sur n. Voilà. Donc bon, pas l'air super cool hein, quand même, mais en fait, on va voir que si ça va, c'est pas si mal. Je vais l'appeler comment UVW, c'est pris. Eh bien, xn, voilà. Voilà. Alors, donc si je prends xn, je peux déjà factoriser par 1 sur n. Et là, je vois que, vu les indices, je vais plutôt aller vers Sn si jamais j'arrive à faire quelque chose de... Enfin, arriver à quelque chose de proche de Riemann. Alors, là, je pourrais sortir le carré. Je pense qu'il y en a beaucoup qui penseraient à ça. Seulement, ça ferait une... Bon, c'est pas faux, hein. Mais c'est un peu plus tordu parce que ça ferait donc un peu comme tout à l'heure avec le pi là. Bon, tout à l'heure on n'avait pas le choix. Mais là on va pouvoir faire autrement parce que sinon ça me fait donc une longueur d'intervalle de e carré. Donc bon, des valeurs un peu... Enfin, pas super agréables quoi. Donc je vais plutôt le laisser à l'intérieur et l'écrire. Je vais laisser 1 sur n. Donc au moins on aura ici une longueur d'intervalle de 1. C'est toujours un peu plus sympa. Et je vais tout mettre en fait dans la même exponentielle, je factorise par 2, et ça me fait apparaître le fameux k sur n, donc on voyait bien quand même hein, déjà. Et donc au final, ça donc je peux écrire que c'est 1 sur n, somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des f de 1 plus k fois 1 sur n. Voilà. Donc la petite différence, pour pas avoir un intervalle de longueur e carré, c'est que là, cette fois-ci, je vais pas avoir a qui vaut 0. Je vais avoir a ici qui vaut 1. Donc a égale 1. Et je dois aussi avoir, je prends une autre couleur, voilà. Ici, ça c'est b moins a sur n et ça aussi. Donc b moins a sur n, c'est 1 sur n, ce qui veut dire que je suis censée avoir b moins a égale 1 et donc b égale 2, puisque a vaut déjà 1. Voilà. Donc là, a priori, on va être plutôt sur l'intervalle 1, 2. Donc justement, je vais préciser à côté avec f qui est la fonction qui a x associe exponentielle 2x, du coup, de 1, 2 dans R. On peut la prendre de R dans R, bien sûr, hein, mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre 1 et 2. Ok.
Alors attention, je précise, alors d'ailleurs je vais écrire qu'elle est continue sur 1, 2. Je lui précise quand même une chose, moi à chaque fois je fais des choix de fonction qui me semblent à moi naturels. Et vous pouvez arriver au même résultat en utilisant toujours les sommes de Riemann, etc. et en prenant une autre fonction. Voilà. Par exemple, ici, vous auriez pu prendre la fonction e de 2 fois 1 plus x et vous placer entre 0 et 1. Parce que x, du coup, il aurait besoin juste d'être entre 0 et 1 pour obtenir les mêmes. Voilà. Donc, bon, tout est possible. On pouvait aussi, donc... alors, mettre le carré devant, comme je disais, ça rendait quand même les choses compliquées. Hein. Ça rendait les choses compliquées parce qu'il nous fallait, du coup, à l'intérieur, a plus k fois e carré sur n. Ce qui n'est pas évident. Bon. Donc, ça, c'était vraiment pas conseillé. Mais sinon, la fonction, on peut la prendre autrement. Hein. Simplement, on va adapter l'intervalle à la fonction qu'on a choisie. Voilà. Et le calcul après, bien sûr, de l'intégrale. Moi, en tout cas, bon, je suis partie là-dessus. Et donc, d'après le théorème, donc ça, en fait, au final, c'est Sn, pardon, de f, mais sur l'intervalle 1, 2. Et donc, d'après le théorème, ça tendrait donc vers l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Autrement dit, entre 1 et 2 de e de 2x dx. Donc, autrement dit, vers 1 demi de e exposant 4 moins e carré. Voilà. Donc, conclusion. Ici, elle s'appelait, j'avais dit xn. Donc, xn tend vers... Alors, c'était vraiment, vraiment pas naturel. On pourrait factoriser par e carré, d'ailleurs. Bon, peu importe. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on avait ça. Et je crois qu'il y en a une que j'ai pas. Voilà. Au moins, on les voit bien. Voilà pour les exemples. Bon, ça en fait pas mal quand même, hein, déjà. Je pense qu'on a fait le tour de la question, en tout cas quand il s'agit d'appliquer à peu près directement les formules des sommes de Riemann. Donc effectivement, ça permet d'obtenir des limites de nouvelles suites, enfin de suites que peut-être on connaissait mais dont on n'arrivait pas à étudier la convergence facilement. Donc c'est clairement un outil quand même qui est intéressant. De toute façon, on en reparlera, que ce soit en TD ou en fin d'année, quand on reviendra justement sur ces histoires de sommes généralisées, et surtout de séries. Voilà. Donc, on y reviendra. Alors, donc, tout ça, ça m'amène au grand 4. Alors, je vais reprendre la version de tout à l'heure, enfin de la précédente vidéo. Voilà. Voilà, on était là. Alors, dans le grand 4, on va retrouver justement nos primitives, enfin, c'est-à-dire qu'on va les réintroduire. On va retrouver le théorème fondamental du calcul intégral que j'avais déjà donné quand on avait travaillé sur les primitives, justement. Mais sauf erreur de ma part, on ne l'avait pas démontré, ou peut-être partiellement. Là, donc, on va réécrire une démonstration. Et c'est justement au détour de ces démonstrations qu'on se rend compte que, bon, il nous fallait des choses en plus. En fait, c'est pour ça que vous avez une partie sur les primitives dans le premier semestre, et puis on revient dessus. Vous l'avez vu aussi dans la preuve précédente, on utilisait beaucoup de choses qui ont été vues depuis. Donc voilà, là, c'est aussi le cas. On va voir qu'il y a des... moins que tout à l'heure, hein, c'est une preuve moins longue et moins riche. Mais quand même, on retrouve des choses qui ont été vues avant, voire il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Justement, c'est le théorème qui fait le lien entre les aires, les intégrales, et les dérivées et les primitives. Autrement dit, c'est celui qui nous explique et qui nous justifie qu'on peut utiliser des primitives pour calculer des intégrales. Ce qu'on a fait là dernièrement sur les exemples, parce que, bon, voilà, je vous ai dit, on admet, mais en fait, c'est loin d'être une évidence, et ça se démontre, justement. Alors, avant de passer à la démonstration, peut-être, bon, on va quand même le lire en détail et faire la petite figure, mais pas grand-chose. Hein. Donc, on nous dit qu'on prend une fonction qui est continue sur l'intervalle i, ça c'est vraiment une condition indispensable. On définit grand F, donc justement, à l'aide d'une intégrale à paramètres, hein, c'est-à-dire qu'on a voilà, je vais prendre là. La variable x, on la retrouve ici sur une borne. Et justement, ce sera important parce que ce qu'on démontre, ça ne sera vrai que
dans cette configuration, hein, donc attention à pas avoir des x ailleurs. Donc le paramètre x, on ne le retrouve que sur une borne, pas les deux bornes et pas dans la fonction à l'intérieur. Sinon, ce qu'on va dire est faux. Voilà. Ou en tout cas pas précis, mais surtout faux dans la plupart des cas. Voilà, alors du coup, bah, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que justement, grand F écrite comme ça, donc comme l'intégrale, mais l'intégrale au sens où on l'a définie avant, hein, donc justement sans primitive, puisqu'on est en train de créer une primitive. Alors grand F, justement, est une primitive de petit f. Et dans ce cas, elle est dérivable, et sa dérivée, c'est justement petit f. Donc c'est pas rien, tout ça, voilà. Et c'est vraiment le liant, hein, entre donc, les primitives et le reste. Alors, du coup, la petite figure, donc si je fais, admettons, une fonction continue, peu importe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pardon, hein, j'hésite parce que j'ai juste un petit... oui, c'est ça, j'ai juste un petit doute sur ce que je voulais vraiment vous mettre dans la figure. Je suppose que la figure que j'ai faite, c'était pour introduire ce qu'on va faire après dans la preuve, justement. Ouais. Ok. Oui. Donc, f' de x. Vous vous rappelez, on a travaillé sur la dérivabilité. Quand elle existe, c'est censé être justement la limite de... Donc, f' de x. Si cette limite existe et est finie, c'est la limite quand h tend vers 0 de grand F de x plus h moins... Alors, je sais qu'on l'a pas forcément écrit avec les h, mais on avait vu que c'était pareil, mais c'est pas anodin, hein, je prends cette écriture-là, c'est volontaire. Donc en tout cas, donc c'est égal à ça. Ce qui voudrait dire que, comme f' de x, justement, on est en train de dire que c'est petit f de x, en fait, en gros, alors attention, c'est un environ, ce serait environ égal à f de x plus h moins, enfin, donc grand f de x plus h moins grand f de x sur h. Et ça, justement, on peut, alors rapidement, hein, c'est pas hyper précis, mais on peut l'entreapercevoir graphiquement. C'est-à-dire si je me place entre x et x plus h, alors moi je vais les espacer un peu pour que ce soit lisible, mais l'idée ce serait plutôt de prendre un h très petit. Alors moi c'est volontaire, voilà, je le prends pas trop petit, donc le h c'est l'écart ici, hein. Je prends pas petit pour qu'on arrive à se comprendre, mais ce qui serait intéressant évidemment c'est de faire tendre h vers 0 et de voir ce qui se passe. Alors, donc, si je fais f de grand F, hein, de x plus h moins grand F de x, autrement dit l'air entre... Alors le a, il peut être n'importe où. Bon, je vais prendre un cas simple. Admettons que le a, je le place ici. Voilà. Donc ça veut dire que je fais donc l'air entre a et x plus h moins l'air entre a et x sous la courbe. Donc clairement, le numérateur ici, il va correspondre à du coup toute l'air qui est là. Voilà. Donc cet air-là, divisé par h, serait environ égal à petit f de x. Alors petit f de x, je vais le resituer, il est là. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? F de x, si je trace au niveau de la constante, c'est ça. Si je regarde l'aire du rectangle, on est encore avec ça, hein, bon évidemment, on n'en est pas bien loin de ce qu'on disait juste avant. L'aire du rectangle, quand h va tendre vers 0, l'aire du rectangle justement va tendre vers l'aire sous la courbe. C'est ça qu'on est en train de dire en fait. Et effectivement, et donc, oui, et l'aire sous la courbe, pardon, quand la largeur du rectangle, elle est infinitésimale, infiniment petite, ça revient quasiment à f de x. Voilà. Donc, bah, du coup, justement, c'est ce qu'on observe, ça veut dire qu'on a environ f de x, enfin un f de x qui est environ égal à, justement, l'aire divisé par h. Enfin, autrement dit, si vous voulez, h fois f de x, donc c'est l'aire du rectangle, donc ce serait l'aire, voilà, si je la hachure, elle est comme ça, est environ égal à grand F de x plus h moins grand F de x, qui correspond justement à l'aire sous la courbe entre x et x plus h. Voilà. Donc là, on le voit, alors on voit que c'est pas égal, hein, mais on voit bien que quand h va tendre vers 0, on va s'en rapprocher de plus en plus. Voilà, c'est ça l'idée, et c'est ce que je voulais représenter. Et h, donc, est censé, justement,
être petit. Alors bon, c'est vulgarisé tout ça, mais on est quand même très très proche de la vérité en fait. On le dit juste avec nos mots, mais c'est quand même ça, hein. Voilà. Donc, bon. C'est-à-dire qu'en gros, si h tend vers 0, on considère que les images entre x et x plus h sont toutes environ égales à f de x. L'air, elle est environ égale à h fois f de x, justement. Et, d'autre part, on a cette aire sous la courbe qui est proche aussi, et donc quand h tend vers 0, tout ça, ça coïncide. Bon, en gros, c'est ça l'idée. Voilà, bon, ça c'est juste pour avoir visuellement une petite idée de ce qu'on démontre en fait, hein, parce que justement, là, on va démontrer que cette dérivabilité, elle existe, et que justement, quand on a la dérivée, bah, justement, ça fait petit f de x. Donc, on a démontré que tout ça, c'est bien cohérent. Alors, j'ai fait comme pour la précédente preuve, je l'ai déjà écrite. Alors, attendez, c'est pas celle-là, c'est celle qui est en dessous, voilà. Voilà, j'ai déjà écrite et donc je vais juste la commenter avec vous. Elle est moins longue celle-là en plus, donc ça devrait aller. Donc pareil, hein, ce que je disais dans la précédente vidéo, n'hésitez pas bien sûr à faire un arrêt sur image et à copier tranquillement, à prendre le temps de lire avant même peut-être que je commente pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, donc, on part d'une fonction qui est continue, je disais que c'est important. On prend un x dans i, donc fixé. Faites attention, parce que justement, x est fixé à la base. Là, on va le faire pour un seul x, pour un x particulier. Et donc, on essaye de calculer la limite du taux d'accroissement de grand f en x, parce que l'idée, justement, c'est de démontrer qu'elle est dérivable. Donc, montrer que ce taux d'accroissement admet une limite finie, qui existe et qui est finie. Alors, donc si on prend, je vous rappelle comment on avait écrit, c'est là, je crois que même je l'ai fléauté, voilà, c'est ce qui est en bleu. Comment on a défini grand f de x, donc ce qui est censé être notre future primitive. On a pris l'intégrale entre a et x de f de t dt. Donc, si je fais f de x plus h, grand f, hein, moins grand f de x sur h, ben je remplace, donc j'ai le 1 sur h, je le factorise, et je remplace chaque grand f par l'intégrale correspondante. Donc, j'obtiens bien ce que j'ai là. Ensuite, au final, je me rends compte que le moins me permettrait ici d'inverser les bornes de mon intégrale qui suit. Donc, au lieu d'être de a à x, on va la mettre de x à a. Et ce que j'ai fait, c'est que celle-là, je l'ai mise ici. Alors, pourquoi je l'ai mise ici? Pour faire apparaître clairement que là, j'ai a et là aussi, et que donc, je peux appliquer la relation de Chasles. Donc c'est ce que je fais, j'applique la relation de Chasles, et donc je me retrouve avec les bornes entre x et x plus h. Et justement, il s'avère que ça, on l'a vu dans notre cours il n'y a pas longtemps, ça revient à faire la valeur moyenne de f sur l'intervalle x plus h, puisque, rappelez-vous, pour la valeur moyenne, il nous fallait 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f. Et justement, quand a vaut x et b vaut x plus h, ben, b moins a, ça fait h. Donc, on a bien la formule de la valeur moyenne de f sur x plus h. Alors déjà, c'est pas rien ce qu'on vient de démontrer. Bon. Alors, si vous vous rappelez ce que j'avais expliqué sur ce que signifie la valeur moyenne, du coup, ça devrait vous apparaître assez clairement que, justement, ça va correspondre à prendre, en fait, le rectangle. Voilà. Enfin, pour un h petit, mais bon. En tout cas, l'ordre d'idées, normalement, ça devrait vous parler. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, c'est à relire, à digérer tranquillement. Donc, si je continue, on avait démontré aussi que la valeur moyenne, rappelez-vous, c'était une des propriétés de valeur moyenne, on avait démontré que la valeur moyenne est forcément atteinte au moins une fois par la fonction, quand la fonction est continue en tout cas. Ici, c'est le cas. Donc, du coup, on peut dire qu'il existe un alpha h dans l'intervalle, donc entre x et x plus h, tel que, justement, le f de alpha h, f de alpha h, je vais arriver, donne exactement la valeur moyenne. Bon, donc ça, on le garde. On va voir ce qu'on en fait. Or, justement, ce alpha h, il n'est pas n'importe où, il est entre x et x plus h. Il dépend de h, puisque justement c'est la valeur moyenne sur l'intervalle x plus h, donc bon, dépend de h, mais on sait qu'il est entre x et x plus h. Donc quand h tend vers 0, ben forcément, alpha h, il est entre un truc qui est envers x, un autre qui est envers x, donc par encadrement, on récupère que alpha h, donc cette fameuse abscisse qui donne la valeur moyenne,
va forcément se rapprocher de x. Ok, bon. Et en plus, on sait que f est continu. Pardon, décidément. Alors, à mes souhaits, hein, comme f est continu en x, et comme alpha h tend vers x, bah, du coup, f de alpha h tend vers f de x. Ça, c'est vraiment, par définition, la continuité d'une fonction. Hein. Bon. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, on savait que f de alpha h, c'était pile égal à notre résultat de valeur moyenne, donc autrement dit, à notre taux d'accroissement. Et donc, ça veut dire que c'est carrément le taux d'accroissement qui tend vers f de x. Et là, c'est tout gagné, parce que f de x existe et est fini, puisqu'on avait pris x dans son intervalle de définition, où elle est continue, etc. Donc vraiment, pas de problème. Et donc, bah, ça veut dire que grand F est dérivable en x. Et en plus, ce qu'on a obtenu, c'est forcément le nombre dérivé. Donc ça veut dire que grand F' de x est égal à petit f de x. Donc effectivement, quand on prend une intégrale à paramètres comme ça, donc une fonction qui est définie par une intégrale avec, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la bonne écriture, hein, si je dérive ma fonction intégrale, je récupère la fonction qui est sous l'intégrale. En gros, c'est ça. Et vice-versa. Ça veut dire que si grand F' égale petit f, bah, ça veut dire que grand F est une primitive, bien sûr, de petit f. Donc la remarque, je l'ai déjà dit, hein, ça n'est valable que justement si on est dans la bonne configuration avec f continu, bien sûr aussi. Donc ça, je ne me répète pas, je l'ai déjà dit. Donc important, hein, ce théorème, on va enfin pouvoir reprendre nos calculs avec les primitives, puisque maintenant qu'on a introduit, on peut en arriver justement à la proposition qui suit, qui en découle, qui permet de calculer donc l'intégrale entre a et b, d'une fonction f à l'aide des primitives, donc à l'aide d'une primitive grand f. Grand F de B moins grand F de A. Bon, vous connaissez, hein, j'insiste pas. Là, le 4,2, c'est vraiment que des rappels. Donc, je ne démontre rien, je n'insiste pas, puisque c'était des choses qu'on avait déjà démontrées. Le corollaire, on avait déjà vu aussi. L'intégration par partie, on a vu. Donc, la version en termes de primitive ou en termes d'intégrale. Ensuite, changement de variable, on avait vu aussi, j'en avais parlé longuement. La pratique, etc. Donc bon, j'en avais vraiment déjà beaucoup parlé. Je me demande même s'il n'y avait pas déjà une vidéo d'ailleurs là-dessus. Voilà, donc en fait on retrouve les techniques habituelles de calcul de primitives, hein, en gros c'est ça. Et donc pour cette partie-là, ce que j'ai fait, je trouve que ce qui est intéressant là finalement, c'est pas que je vous réexplique toute la théorie, normalement ça avait déjà été fait, c'est plutôt de vous redonner des exemples de ceux qu'on n'avait pas fait, certains peut-être un tout petit peu plus consistants, encore qu'on en avait déjà fait, hein, donc c'est pas forcément plus consistant, mais surtout c'est l'occasion pour vous de vous réentraîner sans forcément aller fouiller dans tous vos dossiers. Donc voilà, j'ai prévu du coup une petite batterie de questions. Alors, je les ai où? Je vais chercher ça, ça doit être en dessous. Voilà. Donc pareil, je vais vous les mettre à l'écran. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image, à les copier ou je sais pas, ou à les prendre en photo. Et en fait, je vais vous déposer, je sais pas si je l'ai pas déjà fait, je vais vous déposer donc la correction de toutes ces questions. Je pense que, sachant qu'on a déjà fait tout ça, c'est pas la peine que je vous refasse une vidéo d'1 heure, voire plus, pour toute la correction. Donc je vais vous les déposer sur le Drive. Vous voyez, c'est pour ça qu'en bas j'ai mis voir corriger sur le Drive. Et en fait, il s'avère que j'ai aussi décorrigé sous forme de vidéo de l'année dernière. Alors attention, hein, c'est toujours pareil, quand c'est pas la vidéo de votre année, faites toujours attention, parce que des fois il y a des petites allusions, ou il y a des petites choses que j'avais déjà faites, et donc que je réexplique pas forcément. Enfin, il peut y avoir des petites modulations à prévoir, mais en gros, vous avez aussi le corrigé en vidéo sur la même playlist. Donc si vous préférez ce format-là, n'hésitez pas. En tout cas, ce sont les mêmes questions, et voilà. Donc vous aurez la version écrite, peut-être plus facile, plus rapide à consulter, ou la version vidéo. Voilà. Mais encore une fois, attention, petite différence qu'il peut y avoir d'une année à l'autre dans la vidéo. M'en veuillez pas. Voilà, je suis honnête avec vous, celle-là n'est pas de cette année.
Donc j'espère que je les ai assez mises à l'écran. Là, j'ai occupé le temps du direct pendant ce temps. J'espère que c'est bon. Voilà, donc tout ça, bon, je vous laisse en autonomie sur les rappels, parce que je préférais passer du temps sur la dernière, enfin l'avant-dernière, mais la toute dernière, elle ira rapidement, elle sera rapide. Donc surtout celle-là, là, la partie sur les formules de Taylor, là au pluriel, hein. Vous en avez déjà entendu parler, mais vous, c'était dans un autre cadre et pas au pluriel. Voilà, donc là on arrive aux formules de Taylor. Alors, déjà une petite chose quand même, parce que moi j'aime bien être bien honnête avec vous. La formule de Taylor avec reste intégrale, je l'ai mise parce que, enfin, honnêtement, c'est vraiment logique de la mettre. Déjà parce que c'est intéressant, vous en parlerez l'année prochaine, et franchement, enfin, autant l'avoir vu, c'est pas, ça fait pas de mal. Et puis en plus, enfin, même pour votre curiosité, c'est quand même, enfin, on va en parler, c'est quand même intéressant. Mais la connaissance stricto sensu de la formule est hors programme. Donc c'est pas impossible pour autant qu'on vous en parle, même dans un problème, mais en tout cas pour cette année, si elle devait apparaître dans un problème, elle serait sûrement rappelée. Voilà. Donc bon, évidemment, je vous la démontre pas non plus. Cependant, c'est voilà, comme je disais, c'est vraiment une formule importante, hein, donc je me permets d'insister un petit peu. Et donc pourquoi je l'ai mise? Déjà pour tout ce que j'ai dit, et puis aussi parce que, en toute logique, alors je ne pense pas qu'on la fera la preuve de l'inégalité de Taylor-Lagrange juste derrière, mais en fait on se sert normalement de la formule de Taylor avec reste intégrale pour la démontrer. Donc je trouvais ça assez logique de toute façon de l'avoir juste au-dessus. Voilà. Et après, la formule de Taylor-Young, vous la connaissez déjà. Donc, rien de très neuf. Je vous ai mis déjà la preuve d'ailleurs dans le cours. Donc, ça, je n'insisterai pas. Moi, je vais surtout insister sur les deux premières. Voilà. Alors, donc, déjà, vous en avez une donc, qui est une formule précise. C'est une égalité parfaite. Donc, on va en parler. Alors que l'autre est une inégalité. Donc, bon, on commence à avoir l'habitude hein, de ces formats-là. Ça répond pas forcément exactement aux mêmes questions, même si, encore une fois, l'une découle de l'autre, donc c'est quand même très proche. Alors, donc, la toute première, donc la formule avec reste intégrale. Donc, comme je disais, la formule n'est pas directement exigible, mais elle est intéressante. En gros, l'idée, c'est qu'on retrouve, j'espère que certains, ça ne leur aura pas échappé. Regardez, hein, vous avez la formule de Taylor-Young juste en dessous. Donc, on retrouve exactement la formule qu'on a vue dans le cadre des développements limités, vous vous rappelez. Donc, formule de Taylor-Young. Mais c'est la suite qui n'est pas la même. Et c'est important, justement, parce que si vous regardez Taylor-Young, on a quelque chose ici qui est assez vague. On nous dit c'est négligeable devant x moins a puissance n. Bon, d'accord, mais ça ne nous dit pas qui c'est. Alors que dans la formule avec reste intégrale, on a quelque chose de précis. On a donc un reste qui est connu. Donc c'est un reste, c'est effectivement le reste, c'est-à-dire qu'on écrit notre fonction f de x comme une fonction polynomiale, plus une autre fonction, qui est donc la fonction restante, mais qu'on arrive à exprimer. C'est ça qui est différent, l'explicite, quoi, si vous voulez. Aussi, autre chose, cette égalité, même si on ne la démontrera pas, on pourrait démontrer justement qu'elle est valable pour tout x appartenant à i. Donc ce n'est pas une égalité locale, c'est une égalité qui est toujours vraie. Alors vous allez me dire, ok, bah alors pourquoi on ne prend pas toujours celle-là? Parce que justement, quand vous regardez la tête du reste, c'est quand même pas si simple. Voilà. Oui, on le connaît, il est explicite, d'accord. Oui, c'est bien parce que c'est valable pour tout x. Néanmoins, c'est pas facile à manipuler. Donc, bon, c'est pas forcément celle-là qu'on ira chercher en premier non plus. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de la complexité de la fonction, je dirais, hein. Il faut quand même aller chercher la dérivée n plus unième, hein, donc voilà. Après, ça dépend du rang, enfin de l'ordre auquel on la veut, mais quand même. Voilà, donc en fait, c'est une formule, donc une approximation en quelque sorte qui est pertinente, même loin de A, parce qu'on est en mesure de connaître l'erreur. Enfin, quand on arrive à le calculer, mais voilà, on aurait une manière, en tout cas, de quantifier l'erreur. Après, il reste à voir si le calcul est faisable. Ça ne veut pas dire que l'erreur est faible, attention, hein. L'avantage de Taylor-Young, c'est qu'on disait bah, c'est local, donc ça nous permet d'avoir des équivalences, puisque justement le reste, ça fournissait une erreur faible, et on en était certain, localement. Maintenant, évidemment, si on n'est pas localement, on va avoir un reste qui n'est pas forcément négligeable. Voilà.
Ça, mais au moins la formule, elle est valable tout le temps. Voilà, donc elle mesure en fait de manière exacte à quel point la fonction est loin de son développement limité, quoi, hein, en quelque sorte. Voilà. Et donc ce qu'on appelle le reste intégral, justement, c'est ce reste qui est exprimé à l'aide d'une intégrale et qui mesure l'erreur. Voilà. Donc on pourrait faire une preuve, notamment par récurrence, mais avec une intégration par partie, bon, qui n'est pas super belle, mais qui peut se faire, hein. Mais bon, on est dans le hors programme, donc je passe. Dans le TD, je vous ai mis un exercice, ou dans le DM, je ne me rappelle plus, c'est dans le DM. Je sais que je vous l'ai mis quelque part, justement, où on fait la démonstration, il me semble que c'est justement de la formule de Taylor avec reste intégral. Je crois que je vous ai fait un exercice avec ça. Donc, de toute façon, pour ceux qui sont curieux de ça, vous pouvez aller voir. Il me semble que c'est celle-là que j'ai démontrée dans l'exercice. Alors, un petit exemple peut-être pour voir, j'en fais qu'un là, hein, mais pour voir un petit peu comment ça s'applique, parce qu'il y a plein de lettres de partout, donc on va voir un petit peu. Vous aurez remarqué, je ne l'ai pas dit, mais vous aurez remarqué qu'il faut que la fonction soit de classe n+1, ce qui est assez logique, hein, parce que dans le reste, justement, on a une intégrale qui utilise fn plus unième. Donc, il nous faut que cette fonction fn plus unième existe et en plus soit continue. Donc, ça amène f à être de classe n+1. Je vais y arriver. Alors, donc un exemple pour le 5,1. Alors, est-ce qu'il me reste de la place quelque part? Oui, ici. Alors, on se place dans le 5,1. 5,1, j'écris n'importe quoi, voilà, comme ça. Donc le 5,1 qui s'appelle formule justement de Taylor avec reste intégral. Et donc un exemple. C'est un exemple, enfin c'est un type d'exemple qu'on a déjà rencontré, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai fait avec cette fonction-là, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est assez classique et c'est pas la seule manière de prendre la chose, mais c'est une manière assez efficace. Donc on voudrait montrer que pour tout x positif, x moins x carré sur 2 et x moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3, on voudrait montrer que ces deux fonctions encadrent ln de 1 plus x. Alors, c'est pas si étonnant que ça, puisque si vous regardez bien, on a ici à chaque fois le début du DL en fait. Donc ça c'est DL à l'ordre 2, DL à l'ordre 3. Alors par contre c'est vrai que qui dit DL dit grosso modo approximation, mais on n'est pas sûr que la fonction elle est calée entre les deux par contre, hein. Donc allons-y. Alors déjà on va se positionner donc avec un x positif, bon, puisqu'on voudrait montrer que c'est vrai pour tout x positif. Ce qu'on peut dire c'est que notre fonction justement ln de 1 plus t, on va l'appeler f d'ailleurs, hein, ça facilitera les choses. Elle est c infini sur 0x. X est positif, hein, je rappelle, donc on n'a pas de souci à définir cet intervalle 0x. Donc ça veut dire qu'on peut lui appliquer la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral. Alors, donc on peut appliquer la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral. Voilà. Alors, si on le fait à l'ordre 2, justement. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Parce que je vois que de ce côté, j'ai finalement le DL à l'ordre 2 sans le reste, quoi. Et là, j'ai le DL à l'ordre 3 sans le reste. Donc, bon, ça donne bien envie quand même d'aller faire la formule à l'ordre 2 et de voir justement ce reste, si par hasard, il ne serait pas positif. Attendez, donc ça ferait... oui, c'est ça. S'il ne serait pas positif, puisque ça voudrait dire que ln de 1 plus x moins son dl à l'ordre 2 donne quelque chose de positif, et donc on aurait l'inégalité de gauche. Donc en gros, on va traiter les deux inégalités séparément. Une à l'ordre 2, une à l'ordre 3. C'est ça l'idée. Donc si j'applique à l'ordre 2, assez bêtement au final, hein, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on me disait, rappelez-vous, je vais vous le remettre à l'écran,
Voilà, on me disait que pour tout x dans l'intervalle, et tout a d'ailleurs dans l'intervalle aussi, f de x égale, donc ici nous c'est ln de 1 plus x, égale, donc en gros sa formule de dl sans le reste là, plus donc cette fameuse intégrale. Bon. Donc ici nous n vaut 2, donc il nous faudra la dérivée troisième. Bon, ça va venir. Alors, donc ln de 1 plus x, du coup, serait égal à x moins x carré sur 2. X moins x carré sur 2. Plus, donc, justement, l'intégrale. Alors, si on suit la formule, bon, là, elle n'est plus à l'écran, mais vous l'avez sur votre feuille. C'est donc f troisième de t sur 2, x moins t au carré dt. Voilà. Donc, il nous reste à calculer ça. Bon. Alors, x moins x carré sur 2 plus... donc notre fonction, alors il faut que j'écrive, donc f de t c'était ln de 1 plus t. Donc on va calculer la dérivée troisième. Hein. F' de t c'est 1 sur 1 plus t. F seconde de t moins 1 sur 1 plus t carré. Et f troisième de t, attention au piège dans les calculs de dérivée, hein, c'est 2 sur 1 plus t au cube. Voilà. Donc autrement dit, j'ai l'intégrale donc de 2 sur 1 plus t au cube fois 1 demi, ça c'est le 2 qui est là, hein, fois x moins t au carré dt. Donc ça me fait x moins x carré sur 2 plus, concrètement, ça va me faire x moins t au carré sur 1 plus t au cube. Donc vous voyez pourquoi, c'est pas si simple de prendre cette formule, même si elle est exacte, hein, parce que je me retrouve quand même avec des... De suite, alors que la fonction de départ n'était pas si compliquée, avec une intégrale quand même pas jolie, quoi. Voilà, cela dit, là, heureusement pour nous, on a juste besoin de connaître son signe. Là, alors, tout est positif, car... est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier? Parce que t appartient à 0x, en fait, hein, donc... du coup, forcément, comme t est entre 0 et x moins t, de toute façon, c'est au carré, donc bon, en fait, le numérateur est positif d'office. Et 1 plus t au cube, comme 1 plus t est forcément positif puisque t est positif, c'est positif. Voilà. Donc tout est positif, ce qui veut dire que l'intégrale aussi. Donc, du coup, ln de 1 plus x moins, justement, x moins x carré sur 2, c'est positif. Et donc, on a l'inégalité de gauche. Maintenant, si je fais à l'ordre 3, alors, je vais le faire là. Voilà. Donc maintenant, je recommence, mais à l'ordre 3. Donc à l'ordre 3, même idée, j'ai f de x, enfin donc ln de 1 plus x, on va écrire directement, égale, donc j'ai son dl à l'ordre 3, plus donc un tiers de x au cube. Et donc là, je me retrouve avec, cette fois-ci, de 0 à x, f quatrième de t sur 6, c'est 3 factoriel, fois x moins t au cube dt. Donc même idée, sauf que cette fois-ci, il me faut la quatrième. Alors, je vais la faire ici. Donc dérivée quatrième. Du coup, ça va me faire moins 6 sur 1 plus t au puissance 4. Alors, j'écris pas tout le détail des dérivés, mais n'hésitez pas, vous, peut-être à le faire si c'est pas clair pour vous. Ou à me demander, hein, bien sûr. Bon, c'est des dérivés qu'on a déjà vu plein de fois, mais je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup, si on remplace... Donc f quatrième, je vous la remets à l'écran, hein, c'était moins 6 sur 1 plus t puissance 4. Donc déjà, je vais pas avoir un plus, mais un moins. Les 6 se compensent. Et donc, je me retrouve avec x moins t au cube sur 1 plus t à la puissance 4 dt. Voilà. Et donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, tout ça, c'est positif. Et donc, avec le moins, ça va devenir négatif. D'où, quand je fais donc la soustraction entre f de x et la partie polynomiale de son dl à l'ordre 3,
hein, du coup, je me retrouve avec quelque chose de négatif. Et donc, ça me donne la deuxième inégalité. Donc, j'ai bien l'inégalité escomptée au départ. Donc, ln de 1 plus x, c'est bien compris entre ces deux polynômes. Et pour tout x positif, hein, donc c'est quand même assez fort, c'est-à-dire que si on trace ces deux polynômes, la courbe de ln de 1 plus x, surtout donc pour toutes les abscisses positives, va se retrouver entre les courbes de ces deux polynômes. Voilà, bon, je pense que pour cette inégalité, pour cette formule, pardon, ça vous donne quand même déjà une idée de ce à quoi ça peut ressembler quand on applique cette formule. Et donc je vais en venir à l'inégalité de Taylor-Lagrange, qui est à connaître aussi, qui a donc elle aussi, donc le lien avec les intégrales, encore une fois, c'est aussi pour ça que je vous l'ai mis, hein, c'est surtout que ça découle de la formule de Taylor avec reste intégral. Voilà. En gros, je sais plus si je vous l'ai mise là. Non, ça je ne l'ai pas déposé, la preuve. Mais bon, en gros, voilà, on va utiliser les théorèmes des bornes atteintes avec notre fonction continue, Taylor avec reste intégrale, justement, et puis après, des propriétés sur les intégrales et une majoration. En fait, on majore donc le reste intégral dans la formule précédente. Et donc, on en arrive à cette inégalité Taylor-Lagrange. Voilà. Parce que, je sais pas si, enfin, j'espère que c'est clair, là, ce qu'on a fait là, ce qui est ici, c'est juste ça moins ça, hein, c'est-à-dire qu'on a basculé le sigma à gauche, et après, on majore le fameux reste intégral, quoi, en valeur absolue. Et ça, l'idée. Bon, j'en ai assez dit, sinon, si ça continue, je vais faire la preuve, au final, donc c'est pas le but. Voilà, alors, c'est pas très beau, cette formule, mais c'est bien utile, parce qu'en fait, quand on regarde bien, alors c'est bien utile dans un contexte où on a besoin d'une majoration, hein. Évidemment, si votre but c'est d'avoir quelque chose d'exact, c'est pas ça qui va vous servir. Mais les majorations sont très utiles, souvent utiles. Oui, donc je disais, finalement, quand on regarde bien, ça n'a rien de compliqué, puisque A, on le connaît. X, il est souvent, alors parfois il est fixé, parfois donc il est dans un certain intervalle. Enfin, en tout cas, bon, x moins a puissance n plus 1, c'est pas fou. N plus 1 factoriel, pas de souci. Et donc finalement, la seule complication à chaque fois, ce serait donc de majorer, enfin de trouver un sup à la dérivée n plus unième. Bon, mais alors c'est pas forcément facile en soi, mais ça peut quand même être beaucoup plus simple que de calculer l'intégrale qu'on a là dans le reste intégral juste au-dessus. Voilà, donc d'ailleurs on va faire des exemples, on va voir ça. Alors on y va. Donc quelques exemples justement plutôt sur l'inégalité de Taylor-Lagrange. Alors... Donc le contexte est le même, hein, il nous faut une fonction c'est n plus 1. Même, je ne l'ai pas redit, mais même principe. Donc là, nous sommes dans le 5,2. Donc 5,2. Donc là, ce serait l'inégalité de Taylor-Lagrange. Allez, exemple. Donc un premier exemple que je vous propose, il ressemble un petit peu au précédent, mais on va le décliner un peu plus. Alors, il y a deux choses que j'aimerais qu'on démontre. Donc, quel que soit x réel, la différence entre sinus x et justement sa partie polynomiale du dl à l'ordre 3 est majorable par x puissance 5 en valeur absolue sur 120. Et aussi, j'aimerais qu'on montre que quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, donc évidemment le bémol il est là, hein, c'est-à-dire que la deuxième n'est valable que si je me restreins à un certain intervalle. Donc un peu comme tout à l'heure pour ln de 1 plus x, on va venir caler le sinus entre deux versions de son dl, une plus précise que l'autre. Voilà. Donc on y va pour la première. Alors, soit x appartenant à R. Là, cette fois-ci, pour l'instant, on est dans ce contexte. Alors, si on va appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange, pour obtenir ça, et du puissance 5 ici d'ailleurs, il faudrait qu'on pousse au moins à l'ordre 3, mais je dirais même à l'ordre 4, puisque pour avoir ici un exposant 5, donc si c'est n plus 1, il faudrait que n vale 4. Voilà.
Et c'est pas problématique puisque justement on se souvient que le terme de degré 4 dans le BL du sinus est nul. Donc ça pose pas problème. Donc tant qu'à faire, on va appliquer donc l'inégalité de Taylor-Lagrange avec n égale 4, donc à l'ordre 4. Et avec a égale à 0, puisque là justement on a bien compris qu'il s'agissait de dl en 0. Bon. Alors avant de... Donc rappelez-vous, dans l'inégalité de Taylor-Lagrange, il nous faut un sup, le sup de la dérivée n plus unième. Donc là, autrement dit, ce serait donc sinus à cinquième. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, première chose, on est d'accord que la fonction ici, c'est sinus, justement, que a vaut 0. Et justement, comme je disais, on va essayer de prendre n égale 4, donc de pousser à l'ordre 4. Bon. Alors, si j'appelle justement M, ce fameux sup là qui intervient dans la formule, avant de me lancer, hein, et je vous le conseille, avant de vous lancer dans les grandes écritures, voyez un petit peu si vous arriverez à les faire aboutir, ces grandes écritures. Donc on sait que dans la formule de Taylor-Lagrange, il va y avoir ça à un moment, si je pousse à l'ordre 4, pour la majoration. Or, justement, en fait, sinus cinquième, en fait, c'est en valeur absolue, ça va être la même chose que cos. Oui, c'est ça, puisque sinus quatrième, on revient, oui, c'est ça, donc c'est cos. Et donc, ce qu'on sait, c'est que, alors on ne sait pas si c'est égal à 1, puisque x, il est quelque part entre, enfin, oui, d'ailleurs, il a fait des dents R, on ne sait pas où. Donc, entre 0 et x, on ne sait même pas si on va atteindre toutes les valeurs possibles de cosinus, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, la borne sup, elle est forcément inférieure ou égale à 1, puisque cos ne dépassera pas 1. Voilà. Donc on sait qu'on peut majorer par 1. Bon, donc maintenant, si on applique, alors on applique l'inégalité de Taylor-Lagrange avec donc n égale 4 et a égale à 0. Qu'est-ce qu'a dit cette inégalité? Que quel que soit x appartenant à R, f de x moins le sigma, là, donc nous comme on va à l'ordre 4, en fait ça donne ça, voilà, est inférieur ou égal à, rappelez-vous, la valeur absolue de x moins a à la puissance n plus 1, donc justement, nous c'est x moins 0 et la puissance 5 sur n plus 1 factoriel. Je vous la remets, hein, la formule, regardez. Elle est là, voilà. Donc x moins a en valeur absolue à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, fois justement ce sup dont on parlait à l'instant. Donc, là où j'ai mis mon calcul, moi, il est là. Voilà, donc fois, je vais l'écrire, le sup, donc pour t appartenant à 0x, sinus cinquième de t. Voilà. Et donc, du coup, ça, en fait, c'est votre m qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on sait que ce m, il est majoré par 1. Donc, au final, x puissance 5 en valeur absolue sur 120. Voilà, donc la première, c'est fait. Puisqu'on a bien démontré ce qu'on voulait. Maintenant, pour la deuxième, cette fois-ci, on va se fixer un x dans 0 pi sur 2. Et là, pour le coup, on va refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va appliquer la formule de Taylor avec reste intégrale à deux ordres différents. Donc, enfin, au départ, est-ce qu'on a vraiment besoin des deux ordres différents? Oui. Eh bien oui, puisque oui, on a les deux côtés. Donc, d'abord, pour n égale, alors, nous, on voudrait... Oui, n égale... Je suis en train de me tâter entre n égale 4 et n égale 3. Est-ce que c'est nécessaire d'aller à n égale 4 Bon, on va prendre n égale 4, on va qu'il peu le plus, peu le moins, a priori. Hein. Donc, allez. Donc, pour n égale 4, a égale à 0, on applique la formule de Taylor avec reste intégrale. Donc, celle de tout à l'heure. Avec reste intégrale. Voilà. Et donc, on obtient que... Donc là, on est vraiment sur l'intervalle 0 pi sur 2, hein, spécifiquement. On obtient que sinus x moins, justement,
le fameux sigma. Alors dans la formule, dans le cours, le sigma est à droite du égal. Là, je l'ai mis directement à gauche, hein, mais c'est pareil. Le terme de degré 4, je rappelle, s'annule, donc ça me donne bien ça à l'ordre 4. Donc l'intégrale de 0 à x de sinus cinquième de t sur 4 factoriel, x moins t à la puissance 4 dt. Et donc, du coup, on a vu justement que sinus cinquième, c'est cos t sur 24 facteur de x moins t à la puissance 4 dt. Et justement, pour t appartenant, enfin pour x du coup ici, pour x appartenant à 0 pi sur 2, et donc t qui est entre 0 et x, du coup t aussi appartient à 0 pi sur 2. Du coup on a cos t super égal à 0 et x moins t puissance 4 super égal à 0. Voilà, donc ça veut dire que tout ça c'est positif. Et du coup, on a bien sinus x supérieur ou égal à x moins x3 sur 6. Voilà, en tout cas pour x entre 0 et pi sur 2. Après, finalement, il suffit de recommencer. Donc on recommence, mais cette fois-ci, on va aller chercher, il nous faut le degré 5. On va faire pareil, hein, on va pousser à l'ordre 6 puisque le sixième terme est nul de toute façon. Donc on recommence pour n égale 6. Donc toujours reste intégral. Hein. Donc cette fois-ci, alors le sigma il va jusqu'à x puissance 5 sur 120. Donc encore une fois, je mets le sigma directement à gauche. Sur 6 plus x puissance 5 sur 120. Voilà. Qui est égal donc à l'intégrale de 0 à x de sinus septième cette fois de t sur 6 factoriel x moins t à la puissance 6 dt. Bon. Sinus septième c'est moins cos t. Donc ça fait, le moins je vais le mettre là. Cos t sur 720. Oui, 6 factoriel, 720. Facteur de x moins t à la puissance 6 dt. Voilà, donc bon, là aussi, tout ça c'est positif pour les mêmes raisons. Et comme il y a un moins devant l'intégrale, ça devient négatif. D'où, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, on a bien sinus x. Alors ça aussi, hein, on avait déjà démontré ce genre de choses avec d'autres atouts, d'autres techniques. Par contre, on avait plus de mal à démontrer en dehors d'un intervalle précis. Là, la première inégalité, elle est quand même démontrée pour tout x réel. Hein. Donc, c'était quand même intéressant. En tout cas, voilà. Donc là, on a bien démontré nos deux inégalités. Et donc, on est bon pour cet exemple. Là, on avait l'inégalité de gauche et l'inégalité de droite. Entre 0 et pi sur 2. Alors, un autre exemple. Alors, je vais vous en faire encore deux. Et on aura à peu près fini. Donc bon, chaque exemple prend un petit peu de temps, mais encore une fois, c'est à voir vraiment comme des exercices, hein, c'est intéressant, je pense, enfin j'espère. J'espère que vous aussi, vous trouvez ça intéressant de pouvoir vous entraîner. Après, sur la vidéo, l'avantage, c'est que rien ne vous empêche d'arrêter, hein, si ça vous intéresse pas, mais enfin, je le fais vraiment pour que vous ayez de quoi vous entraîner. Hein, bon. J'espère que ça allume quelques lumières chez certains d'entre vous. Voilà, donc maintenant je considère une suite encore avec où chaque terme est une somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Alors là, pour le coup, on se rapproche vraiment des séries. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la base des séries. Donc pour le coup, on commence à préparer le terrain pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine. Donc c'est intéressant. Et on voudrait montrer justement que cette suite de sommes converge et donner sa limite. Voilà. Et justement, alors je parle de séries un petit peu là dernièrement, donc je vais dire quand même deux mots là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle justement une série? Justement, c'est une suite de sommes comme ça, exactement comme on a sous les yeux là. C'est-à-dire une somme pour k allant de 0 à n ou de 1 à n, enfin peu importe, mais jusqu'à n ou n plus 1. En gros, on a donc des bornes sur la somme qui dépendent de n.
Et à l'intérieur, en revanche, il y a pas le n, hein, on a une expression donc en fonction de k, qui pourrait être donc le terme général d'une suite. Et en gros, donc on considère la somme des premiers termes pardon, d'une suite, hein, en gros c'est ça. Et cette somme va être différente selon la valeur de n, puisqu'on va pas s'arrêter à chaque fois au même moment. Et donc on en fait elle-même, avec elle-même, on fait une suite. Voilà. Donc si je m'arrête à n égale 1, c'est S1. Si je m'arrête à n égale 2, ça fait S2. Si je m'arrête à n égale 3, donc j'additionne les trois premiers termes, ça me fait S3, etc. Et donc ça crée une somme. Et cette somme, en fait, c'est ça qu'on appelle enfin cette suite, pardon, j'ai dit ça crée une somme, pardon, ça crée une suite de sommes. Et c'est ça qu'on appelle une série. Et quand cette suite converge, on dit que la série est convergente. Et si on obtient une limite, on dit que sa limite est la somme de la série, justement. Autrement dit, la somme jusqu'à l'infini. Voilà. Et on dit série de termes général, moins 1 puissance k plus 1 sur k. Par exemple, on peut mettre des n aussi. C'est le même principe. Voilà, donc le lien entre suite et série est très 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 proche. Et néanmoins, on est encore dans une dimension supérieure, je dirais. Bon, alors, donc on voudrait montrer que ça converge. Alors justement, comment on pourrait vous amener à ça? Si, je sais. En fait, ça, si on l'écrit sous forme développée, vous devriez reconnaître 1 sur... 1, pardon. Donc 1, moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça pourrait vous faire penser au DL de ln de x plus 1, de 1 plus x, avec x qui vaut 1, justement. Et justement, nous, on va aller jouer là-dessus. On se dit, tiens, ça ressemble fortement quand même à ce qu'on vient de dire là, au DL de ln de 1 plus x. Donc on va partir de cette fonction qui en plus a la bonne idée d'être c infini, donc pas de souci, on peut lui appliquer tout ce qu'on veut. Donc on va poser f qui a x associe ln de 1 plus x. Donc défini, bon pour le coup, on va prendre tout l'ensemble de définitions, on verra bien, qui est donc c infini. Bon. Alors, on pourrait appliquer Taylor avec reste intégral. Cependant, ça va pas être si simple. Enfin, on peut essayer, c'est pas non plus, c'est faisable, hein. On pourrait avoir une formule, d'ailleurs on va en avoir besoin quand même après. Donc oui, on pourrait avoir une formule de fn plus unième. En revanche, ça après il faut l'intégrer. C'est pas si simple, surtout qu'on le multiplie encore par x moins t puissance n dans la formule de reste intégral. Donc on va plutôt tenter le coup pour l'inégalité de Taylor-Lagrange, d'autant plus que finalement il suffit de trouver une limite à Sn. On n'a pas besoin de calculer la valeur du reste, donc peu importe, nous on donne une limite. Donc si on arrive à trouver une limite à cette... je vais y arriver. Dans Taylor-Lagrange, pardon, l'inégalité, on a donc à chaque fois f de... comment je voulais écrire x plus a, je pense. Enfin, f de... Je voudrais prendre les mêmes notations, parce que sinon... f de x, pardon. F de x moins la fameuse somme, là, en valeur absolue, inférieure ou égale à blablabla. Donc, imaginons que cette valeur absolue, on arrive à montrer qu'elle tend vers 0, autrement dit qu'elle est majorée par quelque chose qui tend vers 0, alors ça voudra dire que notre somme tend, quand n tend vers l'infini, vers le f de x, justement. Voilà, donc c'est l'idée, ici. C'est ce qu'on va essayer de tenter, de faire, parce que, à vrai dire, on n'a pas d'autres idées, hein, donc on va le tenter. Du coup, alors, ce qu'on va faire, c'est que, avant d'écrire ça, je vais quand même dire, donc on applique l'inégalité de Taylor-Lagrange pour a égale 0 et x égale 1. Alors, où j'ai eu cette idée, je répète, hein, le Sn, là, ça ressemble au DL en 0 de ln de 1 plus x avec x égale 1, en fait. C'est-à-dire qu'on a la même formule, mais pour x égale 1. Donc on est déjà un petit peu loin de 0, en fait, hein. Mais c'est pas grave, notre inégalité de Taylor-Lagrange, elle va fonctionner pour tout x. Donc c'est pas grave, ça va nous donner une majoration qui sera sûrement grossière, mais ça peut nous suffire. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis partie sur ces valeurs-là. Du coup, si j'applique donc
ben, ça me ferait donc f de 1 moins la fameuse somme là. Donc, pour k allant... Alors, je vais prendre les mêmes notations encore, j'ai encore plus en tête. Voilà, je vous ai pris donc de 0 à n de f km de a. Donc ici, notre a, justement, c'est 0. Ok, sur... Hop, je retrouve ma ligne. Donc f km en 0 sur k factoriel et x moins a, donc au final x il vaut 1, bah donc j'ai 1 moins 0, donc en fait j'ai plus que ça. Voilà, qui serait inférieur ou égal à 1 moins 0 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, donc ça c'est le x moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, fois le sup de fn plus unième de t entre 0 et 1. Bon, alors, ça veut dire quoi tout ça? Concrètement, f de 1 c'est ln de 2, donc j'aurai ln de 2 moins, après si j'applique, donc c'est 1 moins 1 demi plus 1 tiers, etc. Et donc j'arrive à moins 1 à la puissance n plus 1 sur n. Voilà, et donc ça, ce serait inférieur ou égal à... Alors le 1 moins 0 puissance n plus 1, bon, 1. Donc ça me ferait 1 sur n plus 1 factoriel fois le sup, donc f de n plus 1, n plus unième, je veux dire. Il n'y a rien en dessous, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, entre 0 et 1. Bon, et tout à l'heure, rappelez-vous, on a déjà calculé en fait les premières dérivées de cette fonction. C'était dans dans l'exemple, oui, pas pour la présente partie, la partie encore précédente, encore avant. On avait calculé ça. Donc, du coup, non, c'était pour la partie précédente en fait, Juliette. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors, attendez, je reprends. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, ça y est. Ah oui, en fait, d'accord. Je suis dans une zone où il ne veut pas que j'écrive. Alors, attendez, faire comme ça. Voilà. Donc, je disais, f', rappelez-vous, 1 sur 1 plus t. F seconde, c'était moins 1 sur 1 plus t au carré. F troisième, allez, soyons fous, on l'avait vu celui-là aussi, c'était 2 sur 1 plus t. Oh là là. 2 sur 1 plus t au cube, pardon. Ensuite, donc f quatrième, c'était moins 6 sur 1 plus t à la puissance 4. Enfin, donc on voit bien qu'il y a une formule qui se détache, je ne sais pas si vous le voyez. F énième, donc de t, c'est égal à moins 1 à la puissance n-1 ou n plus 1, n-1 disons, facteur de n-1 factoriel sur 1 plus t à la puissance n. Et ça, on retrouve le n. n-1 factoriel, voilà, c'est ça. Donc du coup, il me faut majorer ça. Alors, j'ai plus de place, voilà, ici. Je vais faire de la place. Donc là, je peux dire or. Donc sup, enfin, oui, plutôt 2 plus que or. 2 plus. Sup, donc, de cette fameuse dérivée n plus unième entre 0 et 1. C'est donc, du coup, donc si on prend ça en valeur absolue, donc en gros, il n'y a que le moins 1 qui va devenir 1, hein, le reste, c'est déjà positif. Et donc, ça va être grand quand t est petit, donc autrement dit, quand t vaut 0. Donc, ça revient à prendre moins 1 à la puissance n factoriel, c'est-à-dire pour t égale à 0, en fait. Voilà, et donc ça fait n factoriel. Du coup, si on réutilise ça dans ce qu'on était en train de dire, ici, donc ça veut dire concrètement que ça, c'est majoré, c'est ce qu'on vient de trouver, par n factoriel. Alors attendez, je fais juste une petite manip, pardon, c'est parce que, voilà, il m'avait bloqué, voilà, c'est bon. Il m'avait bloqué l'écran, c'est pas grave. Donc ça, c'est
majoré par n factoriel, je vais y arriver. Du coup, on peut en déduire, je vais écrire en dessous, d'où, rappelez-vous, ce qu'on avait ici, c'était ln de 2 moins, je vais lui donner un nom à lui, hein. Lui on va l'appeler Sn, voilà. Donc moins Sn, en valeur absolue, inférieur ou égal à n factoriel sur n moins 1, non n plus 1 factoriel, autrement dit 1 sur n plus 1, et ça tend vers 0. Et lui, il est aussi supérieur ou égal à 0, puisque c'est une valeur absolue. Donc, par encadrement, d'ailleurs, je suis en train de penser que Sn, c'était la notation. Oui, c'est la notation que j'ai mis dans l'énoncé, donc tout ça, c'est cohérent. Donc, par encadrement, Sn moins Ln de 2 tend vers 0, et donc Sn tend vers Ln de 2. Voilà. Quand n tend vers l'infini. Donc, on vient de démontrer, justement, que cette somme-là, quand n devient très grand, va se rapprocher, le résultat, bien sûr, va se rapprocher d'Ln de 2. Donc, autrement dit, c'est pas rien ce qu'on est en train de dire là. C'est que finalement, on pourrait écrire, alors on l'a pas encore fait cette année, donc on le fait pas bien sûr, mais on pourrait écrire la somme donc des moins 1 puissance k plus 1 sur k. Vous voyez ça, là, ça c'est nouveau quand même de mettre l'infini. Là, on vient de démontrer qu'on aurait le droit de l'écrire, puisqu'on a trouvé une limite. C'est-à-dire qu'on est capable de faire tendre n vers l'infini. Et donc, l'an prochain, justement, et même déjà en fin d'année, on prendra le droit de l'écrire. Et c'est ça qu'on appelle la somme de la série. C'est donc au final sa limite, la limite de cette suite de sommes. Voilà, et donc en gros, quand je prends k de 1 à l'infini, et bien ça donne ln de 2. Donc c'est une autre façon d'écrire ln de 2. Une façon certes tordue, je vous l'accorde, mais c'est une autre manière d'écrire ln de 2. Un autre exemple pour terminer le gros de cette fin de chapitre. Alors, je vais le faire celui-là, je vais le faire là. Donc l'exemple 3. Donc maintenant, je prends un x réel quelconque et je voudrais déterminer. Alors pareil, en fait, vous allez voir qu'on est sur quelque chose d'assez similaire dans le principe. J'ai une somme pour k allant de 0 à n, x puissance k sur k factoriel. Donc là, pour le coup aussi, on se rapproche fortement des séries, même plus exactement des séries entières. Alors ça, pour le coup, c'est pas au programme de cette année, hein, ce sera l'année prochaine. Mais bon, en tout cas, l'idée des séries entières, on peut déjà l'intuiter. Bon, et justement, c'en est une. Et on va démontrer ça, c'est intéressant. Alors, là, vous avez bien compris qu'en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de faire intervenir une fonction, hein, et déjà de voir de quelle fonction il s'agit. Donc si je prends mon inégalité là, de Taylor-Lagrange, bon, on voit bien que là j'ai f de x, et là j'ai finalement son dl, enfin, sans le reste, mais bon, son dl. Donc si on reconnaît le dl d'une fonction, on va prendre cette fonction, c'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure justement. Et là, comme par hasard, il s'agit bien du dl d'une fonction. Alors le dl à chaque fois est en 0, mais nous, notre inégalité, je le répète, elle est valable pour tout x, hein, donc là, x est réel, ça ne pose pas problème. C'est juste que ça nous donne une idée de qui on va prendre pour f, et c'est pour ça que je vous dis ça. Et donc là, quand on regarde la tête du potentiel dl, donc ce serait celui de l'exponentielle. Et effectivement, c'est ce qu'on va prendre, donc on va poser f qui est égal donc à l'exponentielle, a égale à 0, puisque justement, ce qu'on a là, ça ressemble au dl en 0, donc il n'y a pas de raison. Donc x appartenant à R quelconque, hein, ça on l'avait posé de toute façon dès le départ. On applique l'inégalité de Taylor-Lagrange. Voilà. Qui consiste à dire que donc f de x ici c'est e de x, moins, donc justement, alors on va le faire à l'ordre n, oui, puisque, oui, à l'ordre n, je n'ai pas précisé le n justement, donc pour n'importe quel n entier positif, donc des xk sur k factoriel. Donc on nous dit dans l'inégalité de Taylor-Lagrange que c'est censé être inférieur ou égal à la valeur absolue de x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, facteur de sup de f de x, donc ici sup de fn plus unième de x de t d'ailleurs, je vais mettre ça plutôt,
Sauf que l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même, et la dérivée n plus unième aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis e de t. Avec donc t appartenant à 0x. Voilà. Alors, on ne sait pas ce que vaut x. X est un réel, je rappelle, quelconque. Il peut être négatif. Donc là, quand j'écris ça, c'est un petit peu abusif, parce que on ne sait pas si c'est 0x ou x0. Et justement, le sup, ça va être max, le max entre e de x et e de 0, en fait. On sait que l'exponentielle, elle est croissante, donc il suffit de savoir si x est inférieur à 0 ou supérieur. Bon, on ne le sait pas, donc tout ce qu'on peut présumer, c'est que ça sera l'un ou l'autre, le max. Donc, soit e de x, soit 1. Bon, donc ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que du coup, ben, là, à la place de ça, au final, j'ai soit e de x, soit 1. Et x est fixé, rappelez-vous, hein. X ici est fixé, c'est pas x qui va tendre vers l'infini, c'est n. Et quand n tend vers l'infini, justement, en gros, j'ai tout qui est constant par rapport à ça, sauf le n plus 1 factoriel. Ah oui, et j'ai quand même j'ai aussi le n plus 1 ici, alors on va en parler. Bon, alors, petit à petit. Donc, cette partie-là ne posera pas problème, puisque, en fait, c'est une constante par rapport à n. Bon, et cette partie-là, en fait, elle tend vers 0. Alors, on va expliquer pourquoi. Car, alors en fait, il y a deux cas. Soit j'ai, donc si petit x en valeur absolue est strictement supérieur à 1, je dirais que c'est surtout ce cas-là qui est problématique, mais en fait on s'en sort. On a vu que a puissance n, alors attendez, je vais écrire comme ça, comme on l'avait vu dans les relations de domination et tout ça, on avait vu que a puissance n pour a, je vais l'écrire comme ça, donc est négligeable devant une factorielle pour a strictement plus grand que 1. Du coup, on peut en déduire que quand je divise justement, donc mon a ce serait valeur absolue de x, hein, par n plus 1 factoriel, et bien justement ça tend vers 0. Voilà. Parce que justement la valeur absolue de x à la puissance n plus 1 est négligeable devant n plus 1 factoriel. Donc ça c'est le premier cas, et si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1, bah dans ce cas pas de problème. Puisque là on peut dire que notre fraction elle est à la fois plus grande que 0, à la fois inférieure ou égale à 1 sur n plus 1 factoriel qui tend vers 0. Donc effectivement, par le théorème des gendarmes, notre fraction tend vers 0. Donc tout ça pour dire que notre soustraction, là, en valeur absolue, elle va tendre vers 0, puisque j'ai le même phénomène, ça c'est supérieur ou égal à 0, et c'est inférieur à quelque chose qui tend vers 0. Donc je peux en conclure que e de x moins la somme des xk sur k factoriel tend vers 0, c'est-à-dire que la somme des xk sur k factoriel, pour k allant de 0 jusqu'à n, quand n tend vers l'infini, n, hein, attention, x est fixé, hein, tend vers e de x. Voilà. Et ça, c'est un grand résultat dans les séries entières, c'est un des principaux d'ailleurs, puisque donc on pourrait écrire, si je reprends les notations de tout à l'heure, que e de x égale la somme de k égale 0 jusqu'à plus infini des xk sur k factoriel pour tout x appartenant à R. Autrement dit, j'ai une autre façon d'écrire l'exponentielle. Alors certes, c'est pas très beau parce que parce que c'est une somme infinie, mais en même temps, c'est une somme infinie de termes qui sont polynomiaux, qui sont donc des fonctions faciles à manipuler. Voilà. Donc c'est pas rien du tout comme résultat. On arrive à réécrire l'exponentielle comme une somme de monômes à l'infini pour n'importe quel x. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et vous remarquerez qu'en fait c'est une généralisation du DL qu'on a qui, semble-t-il, donc est exploitable même en dehors du local autour de 0. Voilà, c'est exploitable même ailleurs. Donc c'est intéressant. On l'avait jamais démontré, hein, donc voilà.
On prend un petit peu d'avance sur l'année prochaine, mais en même temps, ce qu'on fait là est parfaitement au programme. C'est simplement que, bon, on vous le présente pas comme des séries entières, quoi, c'est tout. Mais c'est quelque chose qu'on est tout à fait capable de faire, normalement, déjà, avec ce qu'on vient de voir. Voilà, donc on est quasiment à la fin. J'ai juste un petit mot à dire vraiment sur la toute fin. Alors Taylor Young, comme je disais, je passe, hein, vous avez une version ici de Taylor Young avec un X qui n'est pas local, voilà, et avec la démonstration qui va bien. Mais sinon, bon, la démonstration n'est pas facile, hein, donc ouais, à vous de voir si vous sentez de l'affronter. Sinon, c'est pas dramatique. Concentrez-vous déjà sur le reste. Et donc, pour terminer le chapitre, simplement, donc sur la partie des fonctions à valeur complexe, puisqu'elles sont toujours là, en embuscade quelque part, celles-là, hein. Souvent, on les voit en fin de chapitre, on essaye de voir ce qui change par rapport aux fonctions à valeur réelle ou pas. Bon, c'est sans surprise, je dirais, c'est assez similaire à ce qu'on a déjà pu voir dans les autres chapitres quand on passe au complexe, hein. Les idées sont les mêmes, donc j'insiste pas des masses. Quand la fonction donc est continue, on avait déjà vu ce que ça voulait dire être continue pour une fonction à valeur complexe. Donc si elle est continue, pareil, on va appeler intégrale de f de a à b le nombre complexe, donc qu'on va noter de la même manière, et qui va être égal, en fait, comme on avait fait dans le cadre des autres chapitres, on sépare finalement ce qui se passe dans la partie réelle et ce qui se passe dans la partie imaginaire, de sorte à retrouver des fonctions qui sont des fonctions à valeur réelle, puisque je rappelle que la partie imaginaire et la partie réelle sont des réels. Voilà. Donc, bah, c'est une autre façon d'écrire l'intégrale qui nous permet de revenir à des intégrales de fonctions réelles. Et après, on s'en sort, quoi. Il y a juste le i en facteur qui traîne, mais c'est pas hyper violent. Alors justement, le petit exemple qui est là, alors, bah, assez simple, hein, justement, e de it, on peut l'écrire cos t plus i sinus t. Et donc, on va linéariser notre intégrale. Donc, cos t dt plus i intégrale de 0 à pi sinus t dt. Voilà, égale, donc on calcule maintenant chacune des intégrales qui pour le coup sont des intégrales classiques. Donc primitive de cos t c'est sinus t plus i facteur de primitive de sinus t c'est moins cos t entre 0 et pi. Ce qui nous fait donc 0 moins i facteur de moins 1. Attendez, j'ai dit moins cos t. Ah oui, parce que j'ai mis le moins dehors, oui d'accord. Donc moins 1, oui. Et donc 2i. Voilà. Donc ça c'est assez... Enfin voilà, il faut juste s'en souvenir, pas prendre peur quand vous voyez une fonction à valeur complexe. En réalité, c'est pas si terrible. Je vous ai mis un autre exemple. Alors là aussi, celui-là, je vous l'ai écrit directement. Enfin, je vous l'ai mis directement en capture d'écran. Parce que bon, c'est pas violent. Je vous laisse voir ça. Mais l'idée, c'est vraiment... donc, j'ai pris une fonction à valeur complexe. J'ai mis d'abord... sous forme algébrique. Ah, il recommence. Alors, attendez, excusez-moi. Je fais la manip, c'est bon. Voilà, donc j'ai mis sous forme algébrique de telle sorte à pouvoir isoler partie réelle et partie imaginaire. Donc ici, hein, partie réelle, partie imaginaire. Et chacune est en fait une intégrale qu'on sait calculer. La première, c'est du u' sur u, à peu près, quoi. Il y a un facteur 1,5. Mais c'est 1,5 de u' sur u. Donc pas de souci. Et la deuxième, on reconnaît donc on en avait vu plein des comme ça, hein, des fonctions justement où vous avez une fraction rationnelle, oui, avec du second degré au dénominateur et une constante au numérateur. Donc on avait vu, ça dépendait de delta, alors là je vous ai pas tout réécrit. Là on a un delta négatif, donc quand on avait un delta négatif, on allait vers de l'arc tangente, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive ici à arc tangente de x plus 1. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Et après, c'est vraiment que du calcul, rien de fou. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un autre exemple. Voilà, et donc pour terminer, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est toujours la même chose en fait, hein, tout ce qui ne fait pas intervenir les relations d'ordre, on va le retrouver quand on a les intégrales de fonctions à valeur complexe. Donc la linéarité, l'additivité d'intervalles, la relation de Chasles, les sommes de Riemann, donc tout ce qu'on a vu reste valable. Théorème fondamental de l'intégration, intégration par partie, changement de variable, formule de Taylor et Cress intégrale.
Voilà. Et attention, d'habitude, les inégalités, bon, on ne sait pas trop, hein, quand il y a des complexes, c'est pas toujours parce qu'on n'a pas de relation d'ordre. Mais l'inégalité de Taylor-Lagrange, si vous regardez bien, elle ne comporte que des valeurs absolues. Et donc, on arrive à passer au complexe, ça reste vrai, en prenant des modules à la place des valeurs absolues. Donc, ça reste vrai. Formule de Taylor-Young, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on perd? Au final, pas grand-chose. On perd les propriétés de croissance. C'est pas rien, mais bon, quand même, hein, voilà. Et ainsi que son corollaire, donc justement, c'est la fameuse inégalité qui est en dessous. Ah non, mais non, justement, je suis bête, oui, parce que celle-là, elle était avec des... Oui, pardon, elle était avec des valeurs absolues, donc on arrive à la transposer avec des modules, ça reste vrai, voilà. Donc finalement, surtout, une propriété de croissance. Voilà, donc ben, on a déjà fait pas mal le tour là, hein. Donc maintenant, à vous de gamberger sur tout ça. N'hésitez pas à noter bien sûr si vous avez des questions, même sur les exemples, enfin voilà, sur ce dont vous avez besoin. Et voilà, et merci pour votre écoute. Je sais que c'est parfois un petit peu long, mais en même temps, il faut ce qu'il faut, hein. Quand on le fait en cours, ça prend du temps aussi. Donc bon, j'espère que ça vous gêne pas trop. Et puis bon, après, finalement, vous êtes assez libre et autonome, donc ben, vous fractionnez, vous faites comme vous le préférez, vous y revenez plus tard. Enfin bon, mais voilà, je suis obligée d'y passer quand même un petit peu de temps si je veux être sûre que vous ayez toutes les explications nécessaires. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute et vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, au moins quand on se voit en classe, pour les points qui pourraient poser problème. Voilà, merci à vous et à très bientôt sûrement.